Bienvenue à compte complet, Alain Usereau en compagnie de Marc Griffin. C'est avec le sourire qu'on vous accueille aujourd'hui. Marc, on espérait finalement qu'on était pour parler alors que les camps d'entraînement sont en cours. C'est fait. Ouf, hein, c'est un soupir de soulagement, Alain, parce qu'il faut le dire, dans les dernières semaines, on pensait qu'elle allait avoir entente, ça négociait jusqu'à tard, en fait, dans la nuit, pour que le lendemain, finalement, on n'était pas si près que ça. Alors, Mhm. c'est arrivé à quelques reprises pour finalement une entente qui, bon, je ne veux pas chercher des gagnants nécessairement, mais je vais dire une chose, Oui, Alain, c'est que les joueurs ont quand même fait des gains importants. Les joueurs voulaient que le groupe de 0-3 ans, donc ceux qui ne sont pas admissibles à l'arbitrage, en fait, soient un petit peu mieux servis, on va dire ça comme ça. Et je pense que le fait qu'on augmente donc le salaire minimum, qu'on a ce fameux pool pré-arbitrage maintenant, bon, tout ça font en sorte que on a quand même comblé des choses intéressantes. Par contre, personnellement, je trouve que d'augmenter le fameux, on va l'appeler bon, la taxe de luxe, l'espèce de plafond oui, salarial déguisé, honnêtement, ça non, n'aidera pas le baseball parce non. que les équipes comme les Pirates, puis les Reds, puis bon, les équipes à plus petit marché, ben, inévitablement vont voir les plus riches dépenser davantage, probablement au détriment d'eux. Alors, les joueurs, oui, gagnent à aller chercher des salaires additionnels, mais ça n'aide pas, selon moi, la parité à travers le baseball. Ben, écoute, je ne peux pas être plus d'accord, Marc. Puis on en a eu la démonstration dès le départ. Les Aces d'Oakland qui échangent Chris Bassett aux Mets de New York. Je veux dire, là, c'est clair que les deux matchs vont suivre. Si c'est pas pendant le camp d'entraînement, ça va être pendant la saison. Au mois de juillet, ils ne seront plus là, les deux matchs, là, si on lit entre les lignes. Ouais, ben, du côté des A's, effectivement, là, il y a beaucoup de rumeurs dans le cas de Matt Olson, davantage, je dirais, dans le cas de Olson Ouais, au premier but. Les premiers buts, il y en a des très, très bons dans le baseball actuellement, mais ouais, bon, les gars sont dans la fleur de l'âge. C'est vrai que les A's, ça ne regarde pas trop bien là, avec le départ de Bassett. ouais. Du côté des Yankees, ben, pas des Yankees, mais bien des Mets, ben, on va dépenser. On l'a dit, le propriétaire a dit, écoutez-moi, là, les pénalités, là, parce qu'on sait que bon, les pénalités de la taxe de luxe, en fait, Mhm. la taxe de luxe a augmenté, mais il y a aussi Ouais, 3 niveaux de taxation et ça ne ouais. semble pas faire peur aux équipes, Non, disons, de marché assez riches. ouais. Puis d'ailleurs, qui sont peut-être enclins à moins dépenser. On y reviendra tantôt avec les transactions qui vont être effectuées, les embauches. Euh, ça ne réglera pas le problème du manque de parité. Moi, je pense qu'il y a ça. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que je ne sais pas comment ça se vit à l'interne au sein de l'association des joueurs, mais il semble y avoir un schisme, en tout cas, qui me semblait évident pendant la négociation, même avant. Et là, avec le vote, Marc, je m'excuse là, mais il y a un sérieux examen de conscience là, à l'intérieur de l'association des joueurs qui va se faire, là, parce que là, tu avais le groupe de Scott Boris et tu avais les autres. Je m'excuse, le groupe de Scott Boris gagne peut-être beaucoup d'argent, mais c'est pas la majorité des joueurs. Ben, c'est 2. Écoutez, le 69 des joueurs, on le répète souvent, mais 69 des joueurs n'ont pas fait 1 million de dollars en 2021. Donc, c'est la majorité. Mais là, vous entendez des contrats de 30 puis 40 millions, mais c'est à peine 2 là, de ces joueurs-là. Mhm, Écoute, tu parles du fameux vote. Il y a 30 représentants par équipe. Les votes mhm. ont terminé 26-4, donc en faveur pour la nouvelle convention collective. Mais les 8 joueurs qui étaient sur le comité de négociation, eux aussi, bien évidemment, votaient. Et ils ont tous voté contre. Ouais, 6 de ces 8-là sont des clients de Scott Boras. Alors, ben, je pense que c'est assez évident là, que M. Boras avait une grande influence ben oui, sur ce qui se passait dans ces négociations-là. Et je pense que tu l'as bien décrit, Boras qui représente pour la plupart du temps les joueurs qui vont chercher ouais, ce fameux 2 là, donc de ouais, 25 ouais. millions plus. Ah, bon, il y a des choses intéressantes dans la convention qui vont aider le baseball, mais ça n'a pas réglé tous les problèmes, Non. dont celui de parité, malheureusement. Mhm, Il y a une belle distribution. Moi, ce que j'aurais souhaité, Alain, rapidement, là, j'aurais souhaité, bon, est-ce que c'est un plancher? Est-ce que ouais. c'est où une espèce d'obligation de dépenser l'argent qui est redistribué à travers, en tout cas certainement un très, très haut Mhm, pourcentage doit être, qui serait
qu'on devrait carrément mettre directement dans la masse salariale. ouais, Donc, forcer les équipes à dépenser cet argent qu'on partage. C'est le nouvel argent, c'est de l'argent qui ouais, arrive justement de la taxe de luxe, bon, les contrats de télévision. Donc, directement là, du côté baseball, on aurait dû forcer les équipes à dépenser de ce côté-là. Je pense que ça ouais, serait. Mais c'est l'association des joueurs qui ne veut pas ça. C'est ça, parfois, ouais. qui me surprend dans ce genre de négociation-là. Exact. Moi, honnêtement, je souhaite qu'il y ait un rétrécissement de l'écart entre les équipes qui dépensent le plus et le moins, là. Donc, le plancher vient avec ça. Et j'en ai déjà parlé, on en a déjà discuté, Marc, le plancher à 100 millions qui était sur la table au départ. Donc, comme on ne voulait pas de contrôle, bon, au-dessus, autrement dit, c'était pas question de plancher. Je veux dire, un ne va pas sans l'autre. Et le plancher à Ouais. 100 millions, ben, tu mets le salaire moyen déjà au départ à près de 4 millions, là. Et on sait que ça a baissé depuis 2017, depuis 5 ans, là, le salaire moyen a baissé au baseball majeur. On est autour de 4,3, 4,4. Là. Donc, tu te dis, si les équipes, bon, on faisait le calcul, il y a au moins le tiers là, qui aurait augmenté inévitablement de façon importante leur masse salariale. Tu te dis, bon, globalement, on va gagner plus, mais ce qu'on veut, évidemment, c'est augmenter les salaires des plus hauts pour qu'en arbitrage, ben, parce qu'il est là le nœud. Et tant aussi longtemps que les propriétaires vont garder le contrôle des salaires des 3 premières années, ce qu'ils veulent. Il n'y a pas question de toucher à ça du côté des propriétaires. C'est ça qui me chicote un petit peu, là. Et on en a déjà parlé, Marc. Les 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 priorités de l'association des joueurs, je ne suis pas sûr que qu'ils sont à la bonne place en voulant absolument prendre soin des plus hauts salariés. Non, et comme je l'ai dit, Ouais. ce sont 2% des joueurs, tandis que 69%, Mmh. la majorité de ces joueurs-là C'est ne ça. font pas 1 million de dollars. Ouais. Et qu'il faut le dire, Alain, ça s'est rajeuni beaucoup là, dans le baseball. Ouais, ouais, ben Tu oui. regardes le rendement de ces gars-là, le rendement des 0-3, du groupe 0-3 est exceptionnel. Mmh. Alors, je comprends que le pool vient combler. Tu vas avoir à peu près 20% des joueurs de cette catégorie-là qui vont avoir des augmentations, ou en tout cas certainement un montant d'argent additionnel intéressant. Là. Ben, soit qu'on va finir parmi euh, les meilleurs joueurs au niveau du Cy Young, Mmh. du joueur le plus utile, des choses comme ça, ou le fameux WAR qui vient, oui, oui, le fameux Ah WAR qui ouais. va servir à évaluer et faire en sorte qu'il y aura une distribution d'un montant intéressant là, pour ces joueurs-là à la fin de la saison. Ouais. Donc ça devient intéressant, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On focus tellement sur les gros, gros salaires et pourtant, ce sont Ouais. un infime partie là, Ouais. du nombre par rapport aux joueurs. C'est Mmh. ça qui est. Je suis d'accord avec toi Ouais. là, et ce qui fait en sorte que oui, on augmente. Parce que l'année dernière, il y a plusieurs équipes qui étaient à l'intérieur de 8 millions là, d'atteindre le fameux taxe de luxe. On se disait, OK, Ouais. mais eux autres, ces équipes-là, ils ne dépensent plus. Ouais. Mais si tu dépenses plus, c'est pour payer les joueurs plus cher, les joueurs. Bon. Alors, Ouais. je trouve vraiment que la priorité, tu as raison de mentionner, elle n'est pas à la bonne place et que la fameuse parité, malheureusement, Ouais. c'est pas dans cette convention-là qu'on va sentir Mmh. qu'il va y avoir, Ouais. même s'il y a plus d'équipes en série, là, ça ne veut pas dire que ça va nécessairement donner des meilleures chances aux Pirates de Pittsburgh, par exemple. Mmh. Et il y a un aspect sur lequel je veux, parler parce qu'on m'a posé la question, moi, Marc, pourquoi le repêchage semble si important et le repêchage international? Ça, on a décidé de décaler ce repêchage international. On va régler ce problème-là. Je pense que ça va venir éventuellement, avec des balises financières, là, qui seront établies. Pourquoi c'est important pour les joueurs? C'est tout simplement parce que, on bon, les joueurs qui finissent dernier ont les meilleurs repêchages, donc n'ont peut-être pas intérêt à gagner. On le voit avec le Canadien, Marc, il y a des débats présentement, le Canadien, est-ce qu'il gagne trop pour. Bon, et j'ai déjà parlé, Marc, de l'absurdité de ce repêchage. À mon sens, je suis peut-être extrême, mais j'aimerais que ce soit préétabli lors du repêchage et qu'une fois sur 30, tu as le premier choix, peu importe où tu finis. Comme ça, tu n'as pas d'avantage à finir premier. C'est pas compliqué, Marc, parce qu'il faut se souvenir historiquement, le repêchage dans le baseball a été établi pas pour distribuer le talent, c'est pour réduire le pouvoir de L'écart. négociation des joueurs. C'est pour ça que le repêchage a été instauré. Bon, accessoirement, on a donné le premier choix aux équipes qui finissent dernier. Là, bon, pendant la majorité du repêchage, Marc, c'était très aléatoire. Les premiers choix qui ont fait patate, là, il y en a pas mal plus au baseball qu'il y en a dans les autres sports.
pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus. Ouais. Brian Taylor, que Mhm. tu as bien connu, en est un bel exemple. C'est pas le seul, là. Mais la raison pour laquelle c'est ça, c'est qu'on veut empêcher les équipes de finir. On veut pas finir dernier, mais on le sait, tu parlais des Pirates tantôt. On sait qu'ils n'auront pas de bonne saison. Les Orioles n'auront pas de bonne saison. Bon, les Astros, ils ont accumulé ces premiers choix-là au début des années 2010. On veut empêcher des équipes de faire exprès pour avoir bon, des bons choix-là. C'est pour ça que le repêchage est si important pour les joueurs. Donc, pour les joueurs autonomes, Marc, on veut enlever cette compensation-là. Je pense qu'on s'en va dans cette direction-là. Mais j'aimerais, moi, honnêtement, si tu veux empêcher les équipes de finir dernier, qu'il n'y ait pas d'avantage de finir dernier, mettons le repêchage universel. Et Ouais. je ne sais pas, Marc, ce que tu en Bon. penses, là, mais Ben, écoute, oui, oui, moi je trouve qu'effectivement, ça ne devrait pas être un avantage de finir dernier. c'est Là, tu ne ça. devrais pas avoir un avantage de Oui, finir dernier. Bon, là, il y a une espèce de loterie. Il y a une loterie pour les 6 premiers choix oui, et tu ne peux pas, évidemment, avoir tu peux pas avoir le premier choix. Là. En fait, si tu as parmi les premiers choix, tout est taxé. C'est assez compliqué. OK? Les équipes qui finissent, oui, bon, qui ne sont pas des séries, tu ne peux pas avoir deux choix de première ronde ou des meilleures chances d'obtenir des choix de première ronde c'est ça, 2 années de suite. Sinon, tu vas tomber au 10e rang. C'est un petit peu plus c'est compliqué, ça. mais au moins, il y a une loterie. Ça Oui, devient, bon, donc, tu n'es pas garanti que si tu te laisses aller un peu, disant, écoute, on va aller chercher un meilleur choix, ça, ce n'est pas mhm, garanti. C'est une chose. Par contre, là, il y a un nouveau règlement, Alain, qui est passé inaperçu, qui revient. C'est le fameux, ce qu'on appelle le draft and follow. OK? Tu peux repêcher oui, un joueur oui, et attendre de le mettre sous contrat. oui, Tu peux attendre jusqu'à 1 an avant de mettre sous contrat. C'est c'est une ça. règle qui avait été établie jusqu'en, je pense, c'est 2003, 2004, 2005, là, puis depuis ce temps, ou 2007 peut-être, mais en tout cas, depuis ce temps-là, ça ne pouvait plus. Il fallait signer rapidement le joueur. Moi, je trouve que ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs qui ont été signés de cette façon-là. Bon, Oui, ceci étant dit, j'aurais aimé, parce que c'est bon pour des joueurs. Par exemple, des jeunes qui sont repêchés, tu vois qu'ils ont un certain potentiel, mais si on les paye, il n'y aurait pas le montant d'argent nécessairement oui, là, aujourd'hui, mais tu leur donnes 1 an de plus, et là, ben, ils vont chercher un montant d'argent intéressant. Ceci étant dit, Alain, j'aurais aimé qu'on augmente, avec cette règle-là, j'aurais aimé qu'on augmente le nombre de rondes. À 20 ah rondes, oui, là, il n'y en aura pas une tonne des fameux drafts, autrement dit, de repêcher le joueur oui, et d'attendre 1 an avant de le signer, mhm, parce que tu as seulement 20 rondes. Alors, puis là, après ça, ben, on va tomber dans l'autonomie. Revenir rapidement au repêchage international. Pourquoi? Tu sais, je sais que le baseball veut le contrôler. Pas parce qu'ils veulent tout contrôler, mais c'est surtout, il y a de la, tu sais, il y a de la corruption là-dedans. Il y a toutes sortes de exact. patentes. Tu sais, Oui, oui, on serre la main d'un kid de 13, 14 ans parfois pour dire, écoute, nous autres, ça va être nous autres, quand tu vas avoir 16, on va aller te chercher. Puis c'est un peu malsain. Je suis par contre d'accord avec bon, les propos de David Ortiz, par exemple, disant, ben écoutez, ça faudrait statuer, il faudrait attendre d'avoir un bon plan parce que la réalité de la République dominicaine ou même du Venezuela parfois est un peu différente. Mais je pense que c'est important qu'éventuellement on tombe dans un repêchage international. Le baseball, tu sais, actuellement, il y a seulement, dans le fond, les États-Unis et le Canada, les joueurs provenant de oui. ces pays-là qui sont admissibles Porto au Rico. repêchage. Porto Rico, exactement. Ce qui fait que maintenant, ben, parce que moi, je me souviens, là, moi, j'étais joueur autonome à l'époque et quelques années Oui, plus tard, les Canadiens oui, on juste après. devait passer le repêchage. Ça n'a pas aidé, ça, les joueurs Mhm, canadiens, parce que, oui, puis à l'époque, il y avait en plus un nombre de rondes illimité. Donc, les joueurs canadiens se oui, faisaient repêcher en 45e ronde. Tu n'avais pas oui, beaucoup de pouvoir à ce moment-là. Donc, tout ça, autrement dit, je pense qu'éventuellement, c'est bon de s'en aller vers le repêchage international. Ça va corriger bien des tirs, mais je ne suis pas certain que ça va se faire dans les 2, 3 prochaines années. Je sais on s'est dit on va négocier ça à part jusqu'en juillet. Je ne sais pas mhm, si on va en arriver à une entente à ce moment-là, oui, mais c'est quelque chose qu'on devrait voir venir éventuellement. Par contre, je oui, reviens rapidement. J'aurais aimé qu'on ait un peu plus que 20 rondes. Je ne sais pas qu'on se rende à 40, mais tu sais, un mhm, 25 rondes, j'aurais trouvé que ça aurait aidé oui. la façon dont ce repêchage-là aurait pu être un peu plus efficace. Oui, écoute, il y a des changements qui vont, s'en venir de toute façon de ce côté-là. Juste dire, pour les Canadiens au repêchage, c'était un petit peu compliqué. Les Canadiens qui évoluaient aux États-Unis ont commencé à être soumis au repêchage en 85. C'était Exact. la première année
quelques Québécois d'ailleurs, dont Alain Patnaud là, qui a été repêché cette année-là. Je me demande si Luc Bérubé n'a pas été repêché aussi Oui. cette année-là. Donc 85, c'était la première. Toi, tu étais pas soumis à ça parce que tu n'avais pas encore joué aux États-Unis. Donc, tu étais Non, encore, mais moi, joueur autonome à ce moment-là. mais ça m'avait influencé. Et je me rappelle Réal Cormier, Oui, Denis Boucher, on était tous des joueurs oui, qui pouvaient aller aux États-Unis dans un collège. oui, Réal avait choisi d'aller dans le Rhode Island. Il s'est dit, ben, exact. je passerai par le repêchage. Moi et Denis, on était restés au Canada. On est allé à Vancouver, qui était un programme qui Oui. s'appelait à l'époque le NBI, le National Baseball Institute. Mais une des décisions, en fait, une partie de la décision était que si on restait au Canada, gardait notre C'est autonomie ça. si jamais on voulait devenir joueur professionnel. Oui. Et je pense que c'était très bon. Sinon, probablement que Denis et moi, par exemple, on serait allés effectivement aux États-Unis, compte tenu Oui. de se dire, ben là, on passe par le repêchage de toute manière. Euh, mais ça a une certaine influence. Alors, parce qu'avec le 20 rondes, si on regarde le 20 rondes au niveau international, là, ben, le problème, c'est que là, tous les joueurs autonomes, par la suite, il y a un montant d'argent Oh oui. maximal qu'on peut Oui. offrir. Oui. C'est là que les gars de la République dominicaine, ou en tout cas de Venezuela, ou peu importe, Oui. aiment moins ça parce qu'on sait qu'eux autres, on les sort parfois de la misère là, en venant aux Oh oui. États-Unis. Mais là, il y a un montant fixe. Il y a un Oui. montant fixe. Alors là, ça devient. Alors, ça les agace. Et je comprends que ça les agace. Mais je Ben pense oui. que pour le bien du baseball, on devrait aller éventuellement dans un repêchage international. Oui, on a craint que même que ça tue à un moment donné le baseball à Porto Rico quand on l'a installé, le repêchage à Porto Rico. Et Dieu merci, il y a quelques joueurs qui ont pris ça en main. Entre autres, Roberto Alomar, là, qui s'est impliqué beaucoup. Et là, je pense on voit très, très bien là, que le baseball portoricain se porte quand même bien. Faut demander à la génération d'arrêt-court là, présentement dans le baseball majeur. Sur le terrain, il va y avoir quelques changements, Marc. Dieu merci, le cadran s'en vient. Écoute, j'ai regardé, puis j'ai été agréablement surpris. Moi, je pensais qu'on était pour aller dans le 20-25 secondes. Non, on s'en va dans le 12 et 19. 12 quand il n'y a pas de coureur, 19 avec des coureurs sur les buts. Là, ça veut dire, il marque deux choses. Euh, bon, regardez ce qui se passe sur le terrain. Et deux, les voleurs de but, ça va courir un peu plus. Écoute, moi, j'aurais aimé qu'on introduise tout ça en 2022, là, Oui. ou à Ou à mon l'époque où époque, tu mais ça, c'est jouais. une autre histoire. Oui, c'est ça. Mais bon, on va attendre une année pour voir le cadran, mais ça reste que ça s'en vient. Puis ça va changer bien des choses. Moi, je suis Oui. convaincu qu'on va voir une différence. On va regarder les matchs, on va dire, OK, il y a réellement une différence en ayant un lanceur qui a un meilleur rythme, ça c'est clair. Mhm. Comme le but, bon, le but a grandi. Je suis pas convaincu Moi non plus. encore. Est-ce que ça va vraiment donner, bon, c'est peut-être plus un aspect sécuritaire. On sait que parfois les Oui. collisions au premier but, par exemple, ou même bon, des jeux serrés au deuxième, au troisième. Je pense pas que c'est là qu'on s'en va. Les défenses adaptées, ben ça, c'est un fameux débat en Ah, 2023. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on verra une si grande différence? Je parle en termes de coup sûr. J'ai hâte de voir, Alain. Tu sais, je suis pas convaincu, là, de toute évidence, je suis pas convaincu de ça, mais j'ai quand même hâte de voir les résultats de tout ça. Est-ce que les frappeurs gauchers vont augmenter considérablement leur moyenne parce qu'il y a un petit peu plus d'espace? Est-ce qu'on va voir un petit peu plus de jeux spectaculaires? J'ai hâte de voir un échantillon, mais il va falloir ça aussi attendre en 2023. moi, j'aime pas ça, Marc. C'est bon, les deux changements, j'aime pas le frappeur désigné. Ça, je m'en suis jamais caché. Et ce ce qui s'ajoute, je te dirais, à ma réaction quant au frappeur de choix, on le sait que les gérants décident plus grand-chose sur le terrain. C'était peut-être tu sais, le dernier rempart face au contrôle des statistiques avancées. Tu l'as écrit, c'est effectivement pas très spectaculaire, un changement de l'arrivée d'un frappeur suppléant. Mais cet aspect-là de remettre en question, regardez, bon, le gérant, je déciderai quoi? Et bon, c'est la dernière chose sur laquelle le gérant avait peut-être un petit contrôle. Tu sais, on en parlait probablement avant le match, quand on faisait la stratégie, on fait quoi quand le lanceur va arriver et tout ça. Mais il y a quand même un aspect où le spectateur qui suit le baseball de plus près aimait encore, et là, on l'enlève. Les frappeurs de coups de circuit, Marc, il y en a 8 là, qui peuvent la mettre de l'autre côté de la clôture. Là. Encore là, tu sais, dans la Ligue nationale, on faisait le calcul.
le lanceur, avec les changements puis les restrictions du nombre de lancers, c'est même pas 50 des présences au bâton, à la position 9 ou à la position du lanceur, dépendant s'il frappe 8 ou 9. Donc, est-ce que ça va changer grand-chose dans l'aspect offensif? Moi, j'en suis pas convaincu. Et quant aux défenses adaptées, le baseball évolue, Marc, et c'est aux joueurs à s'adapter à l'évolution du baseball. Tu sais, quand ça a commencé, les joueurs, ils avaient le pied sur le coussin. Le joueur de premier but avait le pied sur le coussin, le joueur de deuxième but avait le pied sur le deuxième but. Même chose au troisième but. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit ben, on va couvrir plus de terrain en les éloignant de leur but. Puis quand Babe Ruth s'est mis à frapper du circuit, Marc, la réaction, c'était où s'en va le baseball scientifique? 100 ans plus tard, on a l'impression qu'on est encore là. On n'a pas empêché Babe Ruth de frapper des coups de circuit quand ça a commencé. C'est l'évolution normale. Je me demande juste où on s'en va. Il y a des gérants qui mettaient 5 joueurs à l'avant-champ en neuvième manche dans des situations où il y avait 3 hommes sur les buts. Est-ce qu'on va gérer ces situations-là? Est-ce qu'on va empêcher Anthony Rizzo dans une situation d'amorti de se placer à 15 pieds du marbre? C'est ça que j'aime pas dans le contrôle, de vouloir contrôler la façon dont les équipes plus innovatrices vont placer leur défense. Ah, écoute, Alain, pour les défenses adaptées, moi, je suis convaincu aussi que c'était pas là qu'il fallait s'en aller. Mais maintenant, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner comme Ouais. échantillon. Mais pour le frappeur de choix, qui d'ailleurs, lui, va être en Oui, oui. 2022, là, déjà Ouais. instauré, là, je veux juste que les gens Et comprennent bien. juste une parenthèse, vous avez vu ça, Nelson Cruz vient de signer avec Washington. Si vous pensez que ça ne Bon. change rien, là, Ah non, ça, c'est ça- le ça va premier donner vrai des qui s'en emplois à ce vient. genre. Ouais, C'est ça. exactement. Ça donne les emplois à ce genre de gars-là, assurément. Bon, puis c'est quoi, c'est 13 ou 15 millions là, Ouais. et une option pour la deuxième année dans le cas de Nelson Cruz. Mais écoute, Alain, je suis tout d'accord avec ce que tu dis. Le problème, c'est ce qui se passe ailleurs. C'est que le baseball, la Ligue nationale de baseball était la seule ligue probablement au monde qui avait encore. C'est qu'on a comme abandonné ça partout, dans les rangs mineurs, au Ouais. niveau collégial. Et c'est là la faute. Et là, évidemment, là, le lanceur, là, il va pas s'exercer à courir les buts, là. C'est pas dans son rituel, dans ses affaires. Il y a pas d'entraînement qui dit OK, là, je vais aller courir les buts aujourd'hui, là. Alors, on court plus les buts, on s'exerce de moins en moins à frapper, de moins en moins à déposer la balle. Fait que, c'est devenu comme inutile pour ces gars-là de se présenter au bâton, puis on les voyait de plus en plus, là. Les exceptions, là, il y en a très peu, là, les Bumgarner de ce Ouais. monde, évidemment. Là, bon, Shohei Ohtani sur une autre planète, là, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, le temps a fait en sorte que c'est devenu un naturel. Si on avait gardé cette discipline-là dans les rangs mineurs, tu joues dans une équipe de la Ligue nationale, ben, écoute, il n'y a plus de frappeur il y a pas de frappeur de choix. Au niveau collégial, est-ce qu'il y aurait pu avoir une manière de. Mais on voulait tellement développer des frappeurs, puis les lanceurs, tellement devenu une expertise de lancer avec toute la Ouais. technologie que ça en est venu comme un naturel. Alors, écoute, ça n'allait pas un énorme débat. Je pensais que ça allait être un débat plus serré, plus important là, pour ce frappeur de choix-là. Mais là, on va être obligé de vivre avec, mon cher Alain, et d'anticiper d'autres sortes de Ouais. stratégies à ce niveau-là. Mais chose certaine, ça va compliquer un peu la tâche des lanceurs de la Ligue nationale parce que, tu l'as dit, c'est peut-être moins de 50 mais il y avait quand même 50 des présences, ou presque, Ouais. qui étaient des lanceurs, puis bon, ça se transposait en retrait facile à Ouais. ce moment-là. Mais écoute, Ouais. le baseball doit évoluer, doit se moderniser. Est-ce que ça fait partie de Ouais. ça? Peut-être. Tout ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que est-ce que ça peut attirer une plus jeune clientèle? Ouais. Écoute, on verra. Le cadran, d'après moi, va changer pas mal plus les choses positivement que tout le reste réuni, à mon sens. Et si on pouvait, bon, finalement, appeler les prises comme elles devraient l'être, les frappeurs vont s'élancer un peu plus. Ça, c'est l'autre aspect. C'est les deux aspects, Marc, sur lesquels je pense qu'il faudrait s'attendre. Il y en a un, ça va venir l'année prochaine. Peut-être qu'il y en a qui vont commencer à changer leur comportement dès cette année. Ça, j'ai hâte de voir si ce sera le cas. Bon, maintenant, il y a un paquet de joueurs autonomes, Marc, ça a commencé. L'échange,
on va le dire, la transaction la plus spectaculaire, ça fait même pas 24 heures. Les Yankees de New York ont envoyé Gary Sanchez et Gio Urshela aux Twins du Minnesota. Le gros morceau qu'on a obtenu, c'est Josh Donaldson et à ne pas négliger Isaiah Kiner Khalifa, Gandor, il y a 2 ans à l'Areco. Donc, tout le côté gauche de l'avant-champ, Marc, est réglé. Je trouve que pour un gars comme Carlos Correa et par la bande Trevor Story et tous les autres, parce qu'il y en a quelques autres qui sont joueurs autonomes, c'est pas une très, très bonne nouvelle. Ben, écoute, Alain, avant de commenter cette transaction-là, je vais te dire, je m'attendais honnêtement à une espèce d'avalanche de signatures de contrats Ouais. beaucoup plus rapidement. Tu sais, le Mmh. camp a commencé officiellement ce dimanche. Écoute, la saison, c'est demain matin, là. La saison commence demain Ouais, matin. ouais. Et il y a plus de 100 quelques joueurs qui n'ont pas de contrat. Là. Puis là, évidemment, ce pas tous des Mmh. Carlos Correa, mais tu sais, on pourrait nommer les Chris Bryant. Mais il y en a beaucoup encore là, Ouais. bon, cherchent un emploi. Le camp est moins long, évidemment. Là, il y a des gars qui doivent commencer à être un peu nerveux. Mais ce sont les transactions qui ont effectivement été plus spectaculaires que des mises sous contrat jusqu'ici. Bon, moi, je trouve que c'est une bonne transaction pour les deux équipes. Tu sais, au départ, j'ai fait comme OK, un petit peu, mais bon, Sanchez avait besoin de changer d'air. Ouais. Sanchez va se concentrer davantage comme frappeur de choix. Oui, il va être encore un receveur de temps en temps. Mais peut-être que s'il est frappeur de choix, tu sais, on parlera moins de sa défensive. C'est un gars qui peut peut-être. Bon, je pense qu'il a une puissance Mmh. naturelle extraordinaire. Ça peut être intéressant. Ouais. Puis Gio Urshela est un joueur mésestimé. Je pense Ouais. peut vraiment aider. Puis les Twins économisent 50 millions parce que les Yankees prennent tout le contrat là, de Josh Donaldson. Là. Ouais. Bon, Donaldson, moi, ce qui me surprend dans cette décision-là, c'est que Donaldson, on le sait, il est fragile. Il ne faut pas nécessairement toujours jouer sur le terrain. Ouais. Écoute, ça va se bousculer dans le poste de frappeur de choix chez les Yankees. On sait que. Non, mais tu comprends, c'est qu'il y a souvent Ben des oui. blessés. Bon, Stanton, Judge. Là, tu te retrouves avec un Donaldson. Tu sais, je sais pas, Luke Voigt est encore là. Bon, tu sais. Ouais. Alors, ça va être. Je suis pas certain. Khalifa, par contre, très, très bonne nouvelle. Très bon joueur défensif. Pas un mauvais frappeur. C'est pas un gars frappeur de puissance, évidemment, mais il met la balle en jeu. Mais c'est surtout pour son gant qu'on va le chercher. Moi, j'aime le fait qu'on retourne Torres au deuxième. Il est beaucoup plus confortable à cette position-là. Alors, tout ça pour dire que c'est intéressant pour les deux équipes, cette transaction-là. Je ne peux pas dire qu'il y a carrément une équipe qui a eu le meilleur sur l'autre. Ça va dépendre évidemment du rendement de Gary Mmh. Sanchez. Et si Sanchez est capable d'en frapper 30-35 comme il en est capable, ben, soudainement, ça peut devenir intéressant aussi pour les Twins du Minnesota. Là. Bon, il y a 2 joueurs de trop chez les Yankees. Aaron Hicks va revenir cette année. Hem, Personnellement, si j'étais partisan des Yankees, je souhaiterais qu'il continue de patrouiller le champ centre. Je parle de joueurs mésestimés, c'en est un. Le Maillot, Voit. Tu as parlé de Torres qui s'en va au deuxième. Les Yankees, c'est clair, recherchent un frappeur de puissance gaucher pour aller au premier but. Il y a 2 joueurs de trop dans les 3 que je t'ai nommés. Là. C'est pas fini chez les Yankees, le ménage. Non, c'est pas fini. Moi, je pense que Luke Voigt, c'est terminé avec les C'est Yankees, mais terminé, hein? là, on s'en va où avec ça? Là, avec tout ce qui se passe, Freddie Freeman n'est plus dans la mire des Yankees. Je pense que c'est Anthony Rizzo là, qui semble être le gars visé là, du côté des Yankees. Et là, ça laisse le Maillot où? Parce que le Maillot devient le C'est gars ça. qui va de temps en temps être au troisième but lorsque Donaldson sera le frappeur de choix puis qu'on va mettre Stanton au champ extérieur. Bon, on va jongler avec ça. Mais tu sais, Donaldson peut être très, très bon, mais comme il va en jouer combien de matchs cette année chez les Yankees? Fait que ça aussi, ça va être une question. Mais c'est pas fini absolument du côté des Yankees de New York. Il va falloir régler le poste de premier but. Parce et en plus, ben, euh, comme j'ai mentionné, dans le cas de Voigt, devrait quitter. Et qu'est-ce qu'on fait avec le Maillot? Parce que là, lui aussi, coûte un certain montant d'argent. Mmh. Puis là, ben, Khalifa va jouer, Torres va jouer. Ça va être intéressant de voir comment Aaron Boone va jongler avec ça. Là. À moins que Torres soit là-bas, par exemple, avec, bon, avec Luke Voigt pour un Matt Olson. Ça, c'est le genre de transaction, m'excuse, mais que les Aces d'Oakland pourraient faire. Oui, absolument. Absolument, parce que là, on a un peu de contrôle encore sur Torres. Voigt, Ouais.
malgré toutes ces saisons, on contrôle un peu son salaire. Alors, Oh oui, effectivement, c'est. Matt Olson va quitter les A's. Moi, je suis pas mal sûr que ça va se faire avant le oh oui. début de la saison. Euh, et c'est sûr, les Yankees seraient une bien meilleure équipe avec un gars comme ça au premier but, frappeur gaucher en plus, bon en défense. Oui, effectivement, ça pourrait être très, très bon. Ouais. Est-ce que tu penses qu'Aaron Hicks et son statut est assuré avec les Yankees? Parce que l'autre option aussi, ce serait, bon, on l'a vu, Aaron Judge au champ centre, tu as Gallo, Stanton pourrait retourner au champ extérieur et Donaldson se verrait donc octroyer plus de temps comme frappeur désigné. Puis là, tu as le maillot qui pourrait jouer au troisième finalement. Je ne sais pas, Marc, est-ce que c'est une option? Parce que Hicks aussi a fait l'objet de rumeurs avec les Yankees. Mais on l'a vu à quel point ça te prend un vrai chanson. Je m'excuse. Bon, Si on va chercher un joueur ouais, c'est ça. d'arrêt-course parce qu'on comprend que la ligne du centre est importante, est-ce que Judge peut jouer au champ-centre 30-40 matchs? Absolument. Est-ce que Stanton, c'est-à-dire Judge peut jouer au champ-centre 150 matchs? Moi, j'aime moins un peu cette option-là du côté des Yankees. Maintenant, tu as parlé de Gallo encore, qui est une autre possibilité de frappeur de choix. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va se bousculer chez les Yankees. Mhm. Et Gallo devrait jouer au champ extérieur de façon régulière. Euh, écoute, c'est pour ça que Donaldson me surprend, moi. Ouais. Ça me surprend parce qu'il est un joueur, comme je l'ai mentionné, qui est fragile. Alors, jouer au troisième but, Mhm. je ne le vois pas jouer au troisième but 150 matchs. Là. En tout cas, Ouais. je le souhaite aux Yankees. Mais c'est ça, il va y avoir des choix importants à faire Mhm. dans le cas d'Aaron Ouais. Boone. Bon, ça fait mal chez les Yankees de New York, ça fait mal au marché pour Carlos Correa. On va parler de lui de façon spécifique, Marc, parce que je pense que lui et Chris Bryant sont peut-être les plus gros. Il y en a d'autres aussi. Moi, je pense que Trevor Story va retourner au Colorado, ne serait-ce que peut-être pour un an, question de regonfler là, ses statistiques offensives. Mais dans le cas de Carlos Correa, c'est un gros joueur de moins là, pour augmenter les enchères. Euh, Écoute, il y a peut-être les Dodgers, Seager est parti. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de ce côté-là. Euh, je sais que toi, tu penses que Houston pourrait être encore attrayant pour Carlos Correa. Eh ben, Houston, pas question de reconstruire. Là. On On va... veut gagner. Moi, je pense que tu as parlé de contrat d'un an. Ça, c'est une possibilité aussi de se dire à la Correa, regarde, on va te donner un gros montant, un peu comme on l'a fait avec Trevor Bauer à l'époque avec les Dodgers, un gros montant d'argent, mais pour un an. Euh, Puis écoute, on verra, tu sais, est-ce que. Ou on peut le signer à long terme encore. Là. Je pense, tu sais, les Astros sont encore dans le coup. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas les éliminer dans le cas de Correa, mais effectivement, le fait que les Yankees ne sont plus dans le coup pour un joueur d'arrêt court, ça change la donne pour Trevor Bauer. Les Rockies ont mis sous contrat Andrelton Simmons. Bon, je ne dis pas que Ouais, ça les empêchera pas de mettre Trevor Bauer, pas Trevor Bauer, mais Trevor Story sous contrat. ouais, mais Mais et bon, au moins, ils se sont ouais, assurés. Bon, ils ont leur police d'assurance, justement, avec exact. Andrelton Simmons. C'est là que je me dis, est-ce qu'on aurait pu s'entendre avant le fameux lockout? Parce que là, soudainement, là, on est comme pressé. Là, la saison va commencer. Moi, je pense pas que cette situation-là aide un gars comme Correa, qui vont C'est ça. peut-être finir, lui et Story, avec les contrats d'un an à ce niveau-là. Donc, moi, je pense que ça sent de plus en plus Houston. L'autre équipe était Détroit, mais on sait qu'Avier Baez est rendu là. Lui, il a Ouais, signé son contrat avant le fameux lockout. Puis là, il ne faut pas oublier que tu as Freddie Freeman qui est encore disponible. Je sais que, bon, il est peut-être possiblement retour avec les Braves, mais les Dodgers en parlent. Il y a des rumeurs même avec les Rays de Tampa, imaginez. Donc, tu sais, est-ce que si on va chercher, si les Dodgers vont, je sais pas, si les Dodgers finalement décident d'aller du côté de Freddie Freeman, puis qu'on garde Turner à l'arrêt-court, ça aussi, ça enlève un autre gros marché à des gars mhm, comme ouais, Correa et retourner. Story. Donc, c'est Ouais, pas évident là, ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, c'est que là, ça presse. La saison va ouais, commencer bientôt. Là, c'est le 7 ouais. avril. Alors, Ben, il les faut Dodgers vraiment sont pas que ça pressés. bouge. Les Dodgers sont pas pressés parce qu'ils ont quand même une banque de joueurs polyvalents. Ouais. Bon, tu sais, Gavin Lux, on l'a utilisé au champ centre, mais pourrait retourner au deuxième but, puis Trey Turner à l'arrêt court, là, puis on serait pas mal pris là, avec les Dodgers. Ils ont le luxe d'avoir énormément de polyvalence avec Max Muncy que tu peux te promener un peu partout. Euh, Ben, tout comme Bellinger, bon, d'ailleurs, que tu peux mettre au premier but, comme au ben oui, champ-centre. Là, tu sais. exact. Donc, on a une belle polyvalence là, du côté des Dodgers. Marc, il y a quelques équipes qui font le plein de lanceurs, dont les Blue Jays de Toronto, Kikuchi.
qui s'ajoute à Gossman. Et on a perdu, oui, 2 gros morceaux, Robbie Ray, de même que Steven Matz. Mais là, on vient de les remplacer de sorte qu'on a potentiellement notre rotation de 5 là, parce qu'on avait déjà Berrios, on avait Manoa, qui devrait éviter la gang de la deuxième année. Il était impressionnant l'année passée. Et bon, de ce côté-là, Gausman Kikuchi s'ajoute à ces gars-là. On n'est pas trop mal pris là, chez les Blue Jays de Toronto. Non, On est en train de se former là, une bonne banque de profondeur là, chez les lanceurs. c'est sûr que Kikuchi coûte un peu plus cher qu'on pensait, mais ça reste. Faut pas Ouais. oublier que Il y l'année a Rio dernière, aussi, Alain, évidemment. Là. la première moitié de saison, il était un joueur tout étoile, là. C'était en deuxième Oui, moitié de oui, saison, ça s'est gâté chez les c'est ça. Mariners. Mais on sait qu'avec Pete Walker, il y a des choses qui se passent avec les lanceurs. Alors Ben ça ouais. devient intéressant. C'est un bon pari. Effectivement, on n'a jamais assez de profondeur. Je pense que ça pousse quand même Nate Pearson dans son rôle de releveur. J'ai l'impression là, que, je sais, bon, évidemment, on n'a pas parlé à Pearson, là, mais j'ai l'impression avec toutes ces acquisitions-là que ça pourrait mettre Pearson dans un rôle plus précis de releveur. Parce qu'on semble jongler encore. Est-ce qu'on le met partant? Est-ce qu'on le met releveur? Moi, je le verrais comme releveur, puis ça donnerait évidemment encore plus de profondeur donc à cette relève des Blue Jays de Toronto. Bon coup de la part des Jays. Il n'y a pas une tonne de lanceurs partants là, bon, évidemment, Kershaw qui a signé qui est retourné avec les Dodgers, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le plein de lanceurs partants actuellement sur le marché. Il y a Sonny Gray aussi qui s'est retrouvé ailleurs. Que les Reds, qui étaient avec les Reds auparavant. Donc, ça devient, je pense que c'est intéressant de bouger tôt au niveau des lanceurs Mmh. partants. C'est ce que les Blue Jays ont fait à ce niveau-là. Je trouve ça intéressant. C'est pas terminé, selon moi, pour les Blue Jays. On parle encore de ce fameux frappeur gaucher qui faudrait que s'intègre quelque part. On Ouais, sait qu'on avait mentionné le nom de Carl Seager qui a pris sa retraite. Euh, ouais, parce que selon moi, en poussant Biggio au deuxième, ça ouvre un poste de troisième but. Bon, on verra ce que ça va donner. Mais les Blue Jays sont dans le coup. Ils ont de l'argent. La ouais. fenêtre est là. Bichette, Guerrero, bon, évidemment, on a Springer, on l'espère en santé toute la saison. Est-ce que Teoscar peut poursuivre? Il y a de la profondeur un peu partout, mais Marcus Semien ne peut pas être remplacé par un seul joueur, mais ça va quand même prendre quelqu'un qui, à quelque part, va aller chercher Mmh. de la puissance que Semien avait, que les Jays ont perdu. Oui, il y a des décisions importantes qui ont été prises ces derniers mois chez les Blue Jays, dont celle de rénover hein, le domicile des Blue Jays plutôt que de demander un nouveau stade. Ça a passé un petit peu sous silence, Marc, mais je pense que c'est important de le mentionner. Le stade est situé de façon parfaite là, à Toronto. Et si vous êtes allé au centre-ville, il ne reste plus beaucoup de place. Là. Donc, d'arriver avec un nouveau stade, Et, je suis pas sûr que c'était ce qui la est, meilleure idée avec un autre emplacement. Oui, Marc? mais c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que là, il faut regarder la situation des Jays depuis 2 ans. Là, là d'avoir un Vlad Guerrero puis d'un George Springer qui vont jouer normalement, là, et je peux nommer Beau Bichette et compagnie, mais Oui, qui vont jouer tous leurs matchs à Toronto. Et ça, c'est oui. important de le mentionner parce que, la balle voyage, on le sait, là, c'est un stade qui Mhm. favorise les frappeurs à Toronto. On est une équipe qui est bâtie là-dessus. Moi, je pense que ça peut vraiment aider les Blue Jays. Là, je ne veux pas dire que le fait qu'il faut être double vacciné pour les joueurs parce que les Yankees et les Red Sox ont déjà levé la main en disant oh, hey, ça va nous affecter, nous autres, ce n'est pas tous nos joueurs qui sont vaccinés. Et Oui, là, actuellement, au moment où on se parle, c'est que les joueurs qui vont jouer à Toronto devront être doublement vaccinés. Ça peut changer, ça peut oui, aider la cause des Jays. Là. J'aime pas ça dire oui, ça, mais ça peut effectivement aider la cause des Jays. oui, Je sais que l'année dernière, à la fin de la saison, Alain, c'était 88 des joueurs du baseball majeur oui, qui étaient doublement vaccinés. Là, ben, ça laisse un 12. Est-ce que ce 12%-là s'est diminué? Mais ça reste que s'il y a des joueurs des Yankees et des Red Sox, entre autres choses, parce qu'ils sont dans la même division, mmh, ne sont pas vaccinés, ben, ça pourrait en tout cas donner, oui, sans le vouloir, là, mais un coup de main aux Blue oui. Jays de Toronto. En ordre de grandeur, Marc, c'est 3 joueurs par équipe ou à peu près. Là. Bon, dépendant de l'importance du joueur, c'est ton deuxième receveur, tu peux faire avec, là, mais si c'est ton lanceur partant numéro un, c'est autre chose. Euh, écoute, il y a d'autres équipes là, qui sont en train de se refaire. Tu as parlé d'Anton Simmons qui a signé un contrat avec les Rockies du Colorado. Kikuchi, on en a parlé. Clayton Kershaw qui revient. Euh, on a parlé de ce qu'il y avait de plus spectaculaire. Là.
Mais il y a un joueur, Chris Bryant. On n'en parle pas si souvent que ça en raison des bon, il y a Freeman qui prend la place parce que les Yankees veulent un joueur de premier but. Est-ce que les Giants ont l'habitude de nous arriver avec, sortir un lapin du chapeau? Est-ce que ça pourrait être le cas avec, Chris Bryant? Écoute, ils ont mis sous contrat Carlos Rondon pour un prix assez élevé. Ça veut dire, du côté des Giants, qu'on, même si, bon, Buster Posey a pris sa retraite, on veut continuer sur notre lancée de l'année dernière. On a de l'argent à dépenser là, du côté des Giants. Mmh. Moi, ce que j'aime de Bryant, c'est que c'est pas uniquement un joueur de troisième but, là. C'est un gars qui peut jouer au champ Ouais, extérieur, qui peut jouer au premier but aussi. C'est un joueur extrêmement polyvalent et habile. Il a une belle valeur. Alors, est-ce que c'est ça qu'il recherche, là, voir exactement là, qui est capable de me donner un peu plus ou quoi que ce soit? Mais c'est un gars qui peut vous donner certainement un rendement exceptionnel. Alors, oui, les Giants sont dans le coup, mais il y a plusieurs équipes actuellement. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu d'entente encore dans le cas de Chris Bryant, mais effectivement, lui va être en demande. Une autre équipe qui a bougé beaucoup, ce sont les Phillies. Et les Phillies qui ont refait un peu leur personnel de releveur. Puis on sait que l'année dernière, ça a été la pire équipe. ah Tu sais, tu c'est regardes ça froidement, Alain, là, les Phillies auraient dû, au cours des 2 dernières années, pratiquement gagner le championnat de cette division-là. Les Braves sont très, très, mmh très bons, là. Mais les Phillies, à un moment donné, étaient équipés pour veiller tard. Tu regardes au niveau ouais, de l'attaque. Bon, les lanceurs partants, ils ont fait du travail, mais c'est vraiment la relève qui a causé tous les ennuis. Alors, on est allé chercher Familia, Kenobo qui était déjà là, et là, on a signé, pas plus tard que lundi matin, Brad Hand. Bon, ça reste que quand même, là, soudainement, on a ouais. 3 nouveaux releveurs d'expérience qui vont certes aider la cause de Joe Girardi et des Phillies de Philadelphie. Parce que là, tu regardes, là, les Mets sont en train de se remplir Ouais, une équipe ouais. d'étoiles. Les Braves qui vont être de retour inévitablement. Ce sera Mmh. pas... Puis les Nationals, c'est une équipe qui a fait le plus de changements. C'est pas rien d'ultra Ouais. spectaculaire, mais il y a beaucoup de changements. Donc, ça va être une division assez relevée, cette division Est de la nationale. Alors, les Phillies qui ont décidé de vraiment mettre l'emphase sur leurs faiblesses en allant Mmh. chercher jusqu'ici 3 excellents releveurs, il faut le dire. Oui, dans le cas de Familia et Hand, va juste, falloir, si c'est des contrats de plus d'un an, leur apprendre à lancer un peu plus rapidement, là. C'est pas les plus rapides au monticule, dans les 2 cas, mais ils sont pas les seuls, de leur groupe. Donc, Non. écoute Marc, c'est le début du camp d'entraînement. Il va y avoir un paquet de nouvelles. Ça va débouler au cours de la prochaine semaine, là. Ça a commencé en fin de semaine, là, mais c'est loin d'être terminé, comme tu le mentionnais. Il n'y a pas juste les joueurs du baseball majeur, là. Il y a plusieurs contrats des ligues mineures qui sont en train de s'accorder, d'être accordés par les équipes. Ça va être fort intéressant de voir ce qui va se passer au cours des prochains jours. Donc, moi, en tout cas, je t'avoue, je suis un peu fébrile là, quant à cette saison-là. C'est que c'est tellement compact. Tout ce qui va arriver au cours des 2 prochaines semaines, c'est ce qui aurait dû arriver au cours des 3 derniers mois. Non, ouais, Compliqué, là. effectivement, ça va bouger. Comme j'ai mentionné, moi, je m'attendais que ça bouge plus vite, mais je comprends là, que Ouais, c'est de la grosse négociation, c'est important. Bon, tout le monde, parce que là, le retour au jeu s'est fait rapidement lorsqu'on a ouais. conclu cette entente-là. Et le fait qu'on a plus d'équipes en série, là, Ouais, éventuellement, ça on en aussi. reparlera davantage, le nouveau Ouais. format des séries, mais 12 équipes en série, ben, ça peut influencer certaines équipes à aller peut-être un petit peu plus loin justement dans leurs dépenses et se dire, ben, écoute, on a une chance cette année de se rendre loin. Donc, ça va bouger effectivement dans les prochaines semaines, mais on sera avec Ouais. vous d'ailleurs pour commenter tout ça. Ouais. Voilà ce qui complète, ce balado. Restez avec nous, il y aura probablement d'autres discussions fort intéressantes à venir au cours des prochaines semaines. Salut tout le monde.